Donc, bienvenue au webinaire La boîte à outils pour les parents de nouveaux alliés pour mieux comprendre le monde scolaire. Donc, je me présente, je m'appelle Catherine Rochon, je suis agente de développement en valorisation de la recherche pour le Créval. Je suis accompagnée de Madame Nadia Rousseau, qui est la chercheure qui a développé ce projet en collaboration avec le Créval. Donc, bonjour Nadia, très contente que tu sois parmi nous aujourd'hui. Je tiens également à remercier ma collègue Mylène Béliveau qui s'occupera du soutien web pour ce webinaire. Donc, si vous avez des questions pendant le webinaire, vous avez deux options. Donc, on peut marquer, vous pouvez utiliser la petite boîte là, questions-réponses au bas de votre écran. Sinon, vous avez toujours l'option de lever la main, mais c'est peut-être un petit peu moins pratique. Donc, allez-y pour les questions-réponses, puis on va tenter d'y répondre là, au courant du webinaire sans faute. Donc, je vous partage mon écran. Alors, je vous parle un petit peu du plan de match pour ce webinaire. Donc, tout d'abord, un bref rappel de qu'est-ce que le Créval? C'est peut-être pas toutes les gens qui participent aujourd'hui là, qui connaissent bien le Créval, donc je vais vous faire un bref rappel. Ensuite, on va parler de la mise en contexte de la recherche et des grandes étapes. On va finalement vous présenter les outils, les 18 nouveaux outils qui sont disponibles dans notre boîte à outils pour les parents. Puis, on va aussi vous faire des constats et des recommandations qui sont issus de l'analyse de la voix des parents, qui est une des étapes de notre recherche. Donc, pour commencer, qui sommes-nous? Alors, le Créval est né en 2004 d'une volonté collective qui, au terme des années, est maintenant reconnue comme l'instance régionale de concertation en réussite éducative dans la Nodière, qui est reconnue par le ministère de l'Éducation. Donc, on est membre là, du Réseau québécois pour la réussite éducative. Notre mission principale, vise à favoriser la concertation de la communauté la Naudoise par la mobilisation, la sensibilisation, la diffusion et le transfert de connaissances, l'accompagnement et l'évaluation. Par toutes nos actions, on souhaite accroître le nombre de contributeurs s'appuyant sur des mécanismes de collaboration mécanismes de collaboration efficients, des pratiques documentées par la recherche et des facteurs de protection connus et mis en place par tous. Toujours avec l'objectif que les apprenants développent leur plein potentiel et qu'ils soient bien soutenus tout au long de leur parcours. Avant de vous présenter la boîte à outils, parlons un petit peu du contexte de la recherche. Donc, le contexte de la recherche, il est né de l'analyse des données du diagnostic ayant mené à la planification stratégique 2019 à 2024 du Créval, diagnostic auquel les partenaires du Créval ont participé en grand nombre. Nos partenaires souhaitaient avoir des outils pour soutenir les parents dans l'accompagnement de leurs enfants. Pour ce faire, le Créval s'est associé à la chercheuse Nadia Rousseau et son équipe de recherche, qui, d'ailleurs, je la remercie grandement là, pour tout le travail accompli dans ce projet de recherche qui a duré 3 ans. Donc, un grand merci, Nadia, et à toi et à toute ton équipe. Et je vais maintenant lui céder la parole pour qu'elle vous explique les grandes étapes de qu'est-ce qu'un projet recherche-développement. Donc, à toi la parole, Nadia. Merci, Catherine. Alors, bonjour tout le monde. Bien contente d'être avec vous ce midi. C'est important un peu d'expliquer là, la démarche de recherche qui a permis de mener à la création des outils qui vont vous être présentés. Au final, vous allez avoir des outils très vulgarisés, mais qui découlent d'une démarche de recherche très sérieuse. Alors, la démarche de recherche-développement, au départ, on arrive avec une analyse de besoins. Dans ce cas-ci, on a fait l'analyse de besoins des parents dans l'accompagnement de leurs enfants, des parents d'enfants du primaire et du secondaire. Alors, on a eu un total de 21 groupes de discussion, 12 groupes de discussion de parents dont les enfants sont au primaire, 9 groupes de discussion dont les parents sont au secondaire, avec un total de 121 parents rencontrés. Ce sont des entretiens d'une heure environ. Et c'est ce matériel-là qui nous a permis d'identifier et de prioriser des besoins pour soutenir ces parents-là à mieux accompagner leur enfant à l'école. Dans le processus, une fois qu'on a ces données-là, on arrive avec
une phase de précision de l'idée de développement, c'est-à-dire que à partir de l'ensemble des résultats, on a eu à déterminer, à choisir ou à prioriser les besoins. Beaucoup de besoins, mais une fois qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on devrait produire, aider pour aider les parents? Ça s'est fait en collaboration à cette étape-là également, collaboration avec un comité de recherche, un comité de recherche qui était composé, oui, d'acteurs de Creval, mais aussi d'organismes communautaires, du Centre de service scolaire des Samars. Certains parents étaient là également. Et ensemble, on a pu décider, en fait, prioriser les besoins, à savoir sur quels besoins identifiés les plus importants on allait produire des outils de soutien. Et les outils qui ont été développés, prototypes, ont ensuite été mis à l'essai, phase d'amélioration. Alors, les prototypes qui ont été développés était vraiment destiné à répondre à un besoin, on l'a évoqué, mais une fois qu'on l'a fait, on ne voulait pas perdre le caractère utile du produit, s'assurer aussi de son accessibilité. Alors, c'est toute cette idée de phase d'amélioration où les produits ont été mis à l'épreuve, tantôt avec les membres du comité de recherche dans un premier temps, mais ensuite avec des parents volontaires qui ont pu nous partager leurs commentaires. Et à chaque fois, ce qu'on appelle des boucles d'amélioration, ça nous permet de s'assurer que ce qu'on fait est bien reçu, en fait, est compréhensible dans le milieu et est bien contextualisé à la situation à laquelle on tente de répondre. Puis je pense qu'aujourd'hui, ben, on rentre dans la phase de diffusion, hein, la 5e phase où on va vous montrer certains de ces produits-là. À toi, Catherine. Oui, comme mentionné, les entrevues ont été la première étape, la première grande étape, pardon, de ce projet de recherche, où 121 parents ont témoigné de leur expérience et de leurs besoins en ce qui a trait à l'accompagnement de leurs enfants dans leur cheminement scolaire. 3 grandes thématiques sont ressorties. En fait, plusieurs thématiques sont ressorties de ces entrevues avec les parents-là et avec l'aide du comité de recherche, d'ailleurs, que je remercie grandement, comme Nadia, tu l'as mentionné. On a sélectionné 3 grandes thématiques. Donc, on a le soutien aux devoirs et aux leçons, la communication avec l'école et la compréhension du monde scolaire. Basé sur ces 3 grandes thématiques, 18 nouveaux outils ont été créés. Mais quel est l'objectif de ces outils? Enfin, c'est vraiment de permettre un soutien additionnel aux parents lors de l'accompagnement de leurs enfants. Alors, on a sélectionné 3 modalités pour permettre de s'assurer, en fait, d'aller rejoindre le plus grand nombre de parents possible. Les outils sont disponibles en version web et en version imprimable. On l'oublie parfois, mais plusieurs de nos partenaires nous mentionnent que ce n'est pas tous les parents qu'ils accompagnent qui ont accès à un ordinateur ou même qui ont un accès très restreint à Internet. Donc, on voulait vraiment on trouvait ça vraiment important d'avoir les 2 options, donc version web et version imprimable. Ensuite, pour tout ce qui est des outils en ligne, on a décidé d'ajouter des pistes audio pour favoriser la compréhension de tous. On se rappelle que dans la région de la Naudière, 55,9 de la population âgée de 15 ans et plus n'atteignent pas le niveau 3 en littératie. Donc, les pistes audio peuvent vraiment venir aider là, à la compréhension de certains outils. On a également conçu 2 documents explicatifs pour décrire l'utilité de chaque outil. Donc, on a un ABC pour les parents et un ABC pour les intervenants qui sont disponibles sur notre site web et je vais vous les montrer tout à l'heure. Je tiens également à mentionner que toutes les écoles de la région ont reçu du matériel promotionnel, dont ces 2 ABC. On a ciblé le premier et deuxième cycle, premier cycle du primaire, donc première et deuxième année, et le premier cycle du secondaire, également la première et deuxième année au secondaire. Donc, nous avons fait là, des colis et ils devraient déjà être rendus dans les écoles. Alors, commençons avec la première catégorie d'outils, donc les outils de soutien aux devoirs et aux leçons. On ne vous apprendra rien si on vous dit que la période des devoirs et des leçons est une période qui épuise les parents pour plusieurs raisons. Donc, voici quelques raisons là, qui ont été soulevées là, par les parents lors de la voix des parents.
On a le contexte familial qui peut rendre la charge des devoirs plus difficile. On a l'horaire des parents, la fatigue des enfants lorsqu'ils reviennent de l'école, la quantité de devoirs aussi qui n'est pas toujours la même d'un enseignant à l'autre, d'une année à l'autre. Le besoin d'autonomie des enfants, donc les enfants veulent le faire seuls, mais ne sont peut-être pas toujours bien organisés ou toujours capables de le faire. Puis on a aussi le sentiment d'incompétence de certains parents qui a été mentionné, donc des parents qui ne savent pas, qui sont un peu démunis, qui ne savent pas comment aider leurs enfants lors de la réalisation de leurs devoirs. Donc, afin d'épauler les parents dans cette période-là, on a conçu 5 capsules qui mettent de l'avant les recommandations de 2 enseignantes d'expérience sur l'accompagnement aux devoirs et aux leçons. Ces capsules font la distinction efficace entre ce qui relève de la responsabilité du parent, de l'élève et de la personne enseignante. L'objectif des capsules, déculpabiliser les parents qui peuvent se sentir dépassés par les contenus scolaires et les nouvelles manières de faire de leurs enfants. Les capsules valorisent également la communication entre le personnel enseignant et aussi le recours à d'autres ressources là, si c'est nécessaire lors de cette période-là. Donc, je vous montre la petite vidéo. La vidéo dure 10 minutes, donc je veux juste vous montrer un petit aperçu. J'ai sélectionné la vidéo, c'est les 2 enseignantes qui discutent ensemble sur l'importance du rôle des parents lors de la période des devoirs et des leçons. Donc, je l'avance un petit peu pour le besoin de la cause. L'importance du rôle des parents dans l'accompagnement de nos enfants à l'école. Toi, tu es une enseignante au secondaire, moi, je suis une enseignante au primaire et j'ai des enfants au secondaire et toi, tu as des enseignants au primaire. Et parfois, on se demande à quel point notre rôle est important comme parents pour accompagner nos enfants, qui soient petits ou qui soient grands, dans son parcours du primaire ou du secondaire. Ben, je suis d'accord avec toi, surtout dans les périodes de transition. Moi, je pense qu'au primaire, j'étais beaucoup avec mon enfant dans l'accompagnement quand il était petit, en premier cycle. Et là, il veut prendre de l'autonomie. Là, est-ce que je le laisse seul pour qu'il garde son autonomie ou je dois l'accompagner? Puis comment je fais pour l'accompagner si je connais pas toutes les notions qu'il voit? Comme par exemple, le français, qui ont changé les termes quand nous, on était plus jeunes. Mm-hmm. Moi, je pense qu'au primaire, notre rôle est vraiment important dans l'autonomie. Comme on disait, l'autonomie, ce n'est pas être seul. Accompagner notre enfant dans l'autonomie, c'est être à côté de lui au primaire, c'est qu'il nous fasse part de ses fiertés, c'est s'intéresser à sa vie aussi, je pense, au primaire, et tranquillement, je pense que ce que tu nommes, que ton enfant a envie d'être autonome, c'est de laisser un petit peu une liberté dans son organisation, dans ses notions, dans sa structure, avec ce qu'on lui a enseigné au cours des années, de lui laisser une petite liberté pour qu'il puisse prendre son autonomie et son envol dans ses devoirs et leçons. Donc, voilà un petit aperçu là, du type de capsule qu'on a créé pour vous faire un petit résumé. Pour vous faire un petit résumé là, des capsules qu'on a. Donc, on a une capsule qui est destinée aux parents d'enfants d'âge primaire, une capsule destinée aux parents d'enfants d'âge du secondaire. On a la capsule que je vous ai montrée, là, qui est une capsule qui est destinée aux parents d'âge primaire et secondaire sur l'importance du rôle des parents. Ensuite, on a une capsule pour les enfants aussi. Donc, c'est des petites capsules là, qui résument vraiment le rôle de l'enfant lors de cette période-là. Donc, une capsule pour le primaire, une capsule pour le secondaire. Et dans le même ordre d'idée, là, des fois, on n'a pas toujours le temps de se poser, d'écouter des vidéos ou on a déjà écouté des vidéos puis on aimerait avoir un petit rappel des trucs et des astuces qui ont été proposés dans ces capsules-là. Donc, on vous a créé là 4 aides-mémoires, donc 2 aides-mémoires pour les parents, un primaire, un secondaire, et 2 aides-mémoires pour les élèves, donc primaire qui cible plus le 2e et 3e cycle et secondaire. Donc, c'est ça. L'objectif de ces aides-mémoires-là, ben, c'est de, faire participer l'élève là, à la solution entourant les devoirs et les leçons, car comme on vous l'a mentionné, oui, les parents ont une responsabilité, mais l'élève aussi a un rôle à jouer là, dans cette période-là. Comment on peut utiliser ces capsules-là ou ces aides-mémoires-là?
ben, si vous êtes enseignant, intervenant, que vous travaillez auprès des parents, toujours en pouvoir imprimer des copies. On dirait que c'est un bête comme truc, mais d'avoir des copies imprimées pour pouvoir les distribuer facilement, que ce soit pour un enfant qui peut être désorganisé lors de la période des devoirs ou des leçons, ça pourrait être facilement là, un aide-mémoire qu'on lui remet pour l'aider dans cette période-là. Ensuite, je sais que certains de nos partenaires là, offrent des ateliers parents-enfants. Donc, ça pourrait, là, le visionnement d'une de ces capsules-là pourrait faire l'objet d'un atelier. Puis après ça, ben, on pourrait discuter avec le parent et l'enfant des stratégies à mettre en place là, lors de la période des devoirs et des leçons si c'est un enjeu pour la famille. Donc, Nadia, je te passe la parole pour les constats et recommandations pour la période des devoirs et des leçons. Avant d'aller dans les constats, j'avais juste le goût d'ajouter une des suggestions à ce que tu viens de dire, Catherine. C'était d'excellentes suggestions, mais pour soit la capsule vidéo ou les fiches qui résument là, pour les élèves, comme enseignants, là, si on veut aborder la question des devoirs et des leçons, il n'y a rien qui nous empêche d'aller utiliser le petit visuel, le petit rappel, puis aider nos élèves aussi à savoir, ben, ça veut dire quoi la période des devoirs et des leçons, puis c'est quoi ma responsabilité là-dedans. Alors oui, pour les parents, mais il n'y a rien qui nous empêche de l'utiliser à l'école aussi, là, auprès de nos élèves. On l'a évoqué tout à l'heure, Catherine l'a vraiment très bien nommé. Toute la question des devoirs et des leçons, c'était vraiment un des résultats prioritaires. Beaucoup d'éléments qui ont été soulevés. Puis tout ça, ça a mené à certains constats et certaines recommandations. Catherine a évoqué à quel point la période des devoirs pouvait être difficile pour certains parents, c'est épuisant pour toutes sortes de raisons. Alors, il faut savoir donc que les parents ne sont pas tous dans les mêmes conditions pour soutenir la réalisation des devoirs et des leçons. On a des parents qui sont dans des environnements plus stables, d'autres qui sont monoparentales, d'autres qui ont 3 emplois, d'autres qui ont 3 enfants avec, sans difficulté, travail de jour, travail de nuit. Écoutez, la gamme des possibles, vous la connaissez, elle est énorme. Mais ces conditions-là, ben, viennent agir nécessairement sur notre capacité puis le temps qu'on a pour accompagner les devoirs. Alors, Catherine, je te laisse cliquer. Donc, ce qu'on vous propose, en fait, c'est d'offrir des services d'aide à la réalisation des devoirs au sein même de l'école. Plusieurs parents ont évoqué qu'un service d'aide aux devoirs offert à même l'école était vraiment très soutenant. On propose aussi, les parents ont aussi évoqué là, le besoin, au-delà de l'école, d'avoir accès à des services d'aide ou de supervision des leçons par les organismes communautaires. Certains utilisent déjà ce type de service-là, mais d'autres ne les connaissent pas. Alors, on a un travail aussi à faire, puis se dire, ben le communautaire, ce sont des alliés pour soutenir la période de devoirs et de leçons. Les programmes de services d'aide à la réalisation des devoirs par l'entremise d'un projet de service. Alors, projet de service communautaire où des élèves, exemple du secondaire, pourraient venir prêter main forte à des enfants du primaire dans la réalisation de leurs devoirs, mais tout ça dans le cadre d'un projet pédagogique. On parle aussi là, de programmes de soutien au niveau de la supervision des leçons ou le soutien aux devoirs, mais entre pairs d'une même école, formule que certains ont pu apprécier avec beaucoup d'éloges. Puis on le voit aussi là, dans la documentation scientifique comme étant des belles pistes à promouvoir. L'autre constat qui émane de toute cette catégorie de soutien aux devoirs et aux leçons, ben, c'est la question des compétences. Les parents n'ont pas tous les mêmes compétences ni les mêmes connaissances pour accompagner leur enfant dans la réalisation des devoirs et des leçons. Tu peux poursuivre, Catherine. À titre d'exemple, si moi, je suis une enseignante ou un enseignant ou un orthopédagogue ou une direction d'école, ben clairement, non seulement j'ai des compétences et des connaissances, mais je connais le contexte scolaire. Si je suis complètement dans un autre champ, ajoutez à ça que j'arrive d'un autre système scolaire qui est très différent de celui qu'on vit ici au Québec, bien, c'est encore plus dur de faire cet accompagnement-là. Alors, on invite les milieux à produire certaines ressources numériques maison qui visent à expliciter là, certaines stratégies
Au niveau de la réalisation des devoirs et des leçons, on pourrait aussi penser à un guide de ressources numériques pour aider les parents à s'y retrouver dans la réalisation des devoirs et les leçons. Les parents ont beaucoup évoqué l'utilisation d'outils numériques, de plateformes numériques, mais souvent sans savoir comment elles fonctionnent. Donc, on s'y perd un peu. Si on a 3 enfants avec 3 outils numériques distincts, ben c'est encore plus complexe. On a aussi évoqué les parents là, d'offrir des formations en diade, parents et enfants, justement pour expliciter les outils qui sont mobilisés à l'école ou les plateformes utilisées, où on peut retrouver certains devoirs, certaines explications, certaines modélisations. Et on parle aussi d'un programme de soutien parental à l'appropriation du contexte scolaire. Beaucoup de parents rencontrés nous ont parler là, de la nécessité de mieux comprendre les différents rôles qui sont joués dans le milieu scolaire par les différentes personnes qui y œuvrent. Ça fait quoi une psychoéducatrice? C'est quoi un orthopédagogue? Alors, beaucoup de questions à cet effet-là. De même que sur la communication, mais la communication, je garde ça pour tantôt, on va y revenir. L'autre et troisième constat, en fait, c'est que les parents, certains du moins, souhaitent vraiment accompagner eux-mêmes leur enfant. Mais il y a des modalités de fonctionnement ou des attentes relatives à leur rôle ou relatives aux devoirs et leçons qui varient d'une classe à l'autre ou qui varient d'une école à l'autre. Alors, en d'autres mots, je peux avoir un enfant dans une classe au primaire où l'enseignant ou l'enseignante va nous dire, ben, les devoirs et les leçons, c'est 30 minutes par jour. Dans un autre contexte, même école, on pourrait me dire, non, les devoirs et les leçons, on commence puis on finit quand ça finit. Alors là, ça peut prendre 15 minutes, ça peut en prendre 45. Puis on pourrait avoir une autre enseignante qui dit, moi, les devoirs, j'aime pas beaucoup ça, j'aime mieux que les parents lisent avec leurs élèves. Alors, un même parent est pris avec différentes modalités, en termes notamment du temps accordé aux devoirs, l'exemple que je donnais. Alors, nous, ce qu'on propose, c'est qu'on invite les milieux à se donner certaines lignes directrices. Des lignes directrices pour assurer, pas nécessairement que tout soit pareil, mais minimalement une forme de cohérence au sein de l'établissement. Alors, le temps accordé aux devoirs et aux leçons, qu'est-ce qu'on se donne comme consigne au sein de l'école? Les attentes relatives au rôle du parent. Est-ce que le rôle du parent, comme on a vu dans la vidéo, c'est d'être présent à côté de mon enfant, l'encourager, le soutenir? C'est de faire à la place d'eux? C'est quoi le rôle du parent? Les ressources numériques qu'on peut privilégier et offrir aussi là, des portes d'entrée de questions des parents. Comment un parent peut questionner son enfant pendant la période des devoirs et des leçons? Pour des gens en éducation, c'est peut-être simple de penser à ça ou en sciences humaines. Si je suis complètement dans un autre champ, je n'ai peut-être pas le réflexe pour poser les bonnes questions. Enfin, les parents nous demandent aussi d'avoir certaines formes d'accompagnement pour les outiller à mieux soutenir leur enfant et on va poursuivre un peu dans ce sens-là tout à l'heure, mais cette recommandation-là rejoint un peu ce qu'on a vu dans les 2 premières recommandations. Merci, Nadia. Donc, passons maintenant là, à la prochaine catégorie, donc la communication avec l'école. Donc, on a créé un outil là, de soutien à la communication avec l'école. Donc, pour cette thématique-là, on a brossé un portrait là, de la situation vécue qui nous a été décrite là, par les parents en ce qui a trait à la communication avec l'école. Donc, les parents sont satisfaits là, d'avoir une communication directe avec eux, donc que la personne là, s'adresse directement à eux. Le fait d'avoir plusieurs canaux de communication, comme tu le mentionnais, Nadia, là, peut vraiment représenter un défi pour les parents. Puis, en fait, des fois, ils se retrouvent tellement pas qu'ils peuvent perdre des informations là, à travers ces différents canaux de communication-là. Les contraintes là, en matière d'horaire et d'organisation nuisent à la communication. Comme tu l'as mentionné, certains parents n'ont pas des horaires de 8 à 5, donc c'est compliqué de trouver un moment pour parler avec l'enseignante ou la direction de l'école. Donc, ça peut causer là, certaines frictions, certaines réactions un petit peu plus négatives. Ensuite, il y a la communication qui est jugée non collaborative, qui a vraiment des répercussions sur l'accompagnement des enfants. Il y a plusieurs parents qui nous ont mentionné qu'il y avait seulement des nouvelles de l'école quand ça allait mal,
que c'était toujours des nouvelles négatives qu'ils recevaient de l'école. Donc, ça aussi, là, c'était un problème là, pour certains parents. Ensuite, la communication gagnerait là, à occuper plus de place dans le développement des plans d'intervention. Donc, quand un enfant a besoin d'un plan d'intervention, la communication devrait être au cœur là, de ce processus-là et ce n'est pas toujours le cas. Là. Certains parents nous l'ont mentionné. Il y a aussi un manque de communication entre les différents professionnels à l'interne et avec les parents. Donc, des fois, un parent peut recevoir 3 appels pour la même chose. Donc, il y a des manques de communication là, qui peuvent arriver et c'est préoccupant pour les parents. Puis le dernier, là, le dernier élément qu'on a noté, c'est que il peut y avoir des communications maladroites, notamment au niveau des élèves du secondaire, là, qui peut poser problème là, pour certains parents. Donc, pour ce qui est de l'outil qu'on a créé, c'est un carnet de notes entre l'école et la maison. Donc, on a jugé pertinent de créer un outil qui propose une série de questions à poser aux personnes enseignantes dès le début de l'année. Ça permet aux parents de clarifier certaines attentes à leur égard en matière de relations école-famille. Je vous dirais que cet outil-là s'adresse principalement aux parents du primaire. Puis, comment utiliser? En fait, avant de vous dire comment l'utiliser, je vais vous le montrer. Donc, je m'essaye. Est-ce que vous voyez le petit carnet à l'écran? Nadia, est-ce que tu... Non, ça ne marche pas. OK. Donc, j'arrête le partage. Je vous repartage. Alors, voici le carnet. Donc, c'est quatre pages avec 4 questions qui, comment, quoi et quand. Et ensuite, pour chacune des sections, on a des questions à poser à l'enseignant. Puis, les parents peuvent noter les éléments, puis le conserver là, tout au long de l'année pour avoir les informations là, à portée de la main. Donc, cet outil-là est seulement disponible en version imprimable. Donc, une des utilités, là, c'est d'en imprimer des copies qui peuvent être mises soit à la première rencontre des parents, parce que ce carnet-là est destiné là, pour la première rencontre, ou encore à la rentrée scolaire pour que les parents puissent préparer à cette rencontre-là, puis noter d'autres questions si jamais ils ont d'autres questions en tête là, pour cette rencontre-là. Donc, voilà, d'avoir quelques copies imprimées, là, ça pourrait être très aidant là, pour les parents. Donc, je repartage le PowerPoint. Et Nadia, je te passe la parole pour les constats et recommandations sur la communication et la collaboration. La collaboration et la communication, il faut le voir un peu comme une trame de fond, hein. C'est un peu partout dans la relation école-famille. Ça peut se refléter dans les devoirs, ça peut se refléter quand on se rencontre pour faire un plan d'intervention. Alors, l'occurrence de communication et de collaboration, c'est un petit peu partout dans la vie scolaire. Au niveau de la collaboration, en fait, c'est peut-être de se rappeler que la collaboration, c'est une responsabilité qui est partagée. En ce moment, le constat, c'est que la collaboration, elle est à géométrie variable. Elle est beaucoup plus importante et fréquente lorsque les enfants ont des défis à l'école, peu importe la nature des défis. Mais cette responsabilité partagée-là, c'est peut-être de se rappeler que la collaboration, ça doit reposer sur un lien de complémentarité et non pas un lien hiérarchique. Puis un lien de complémentarité, c'est de reconnaître les compétences de chacun et non pas d'estimer en fait une compétence est supérieure à un autre. En ce sens, clairement, les enseignants ont des compétences pédagogiques, ils ont des compétences didactiques. Les professionnels ont des compétences aussi pédagogiques ou orthopédagogiques ou des compétences en lien au champ de la psychologie. Les directions d'école ont des compétences en matière de direction, de leadership.
Mais les parents aussi ont des compétences, même s'ils ne connaissent pas le langage de l'école, même si ce sont des parents qui ont des enfants qui éprouvent des difficultés. Les parents sont les mieux informés pour donner des informations qu'on n'aurait pas accès autrement. Alors, sur ce qui fait plaisir à l'enfant, sur ce qui le rend anxieux, sur des stratégies efficaces à la maison. Fait que c'est juste de se rappeler dans cette idée de collaboration qu'on est dans une histoire partagée. Alors, ce qu'on souhaite, c'est de promouvoir différentes formes de collaboration. Euh, pour faire ça, ben, justement, identifier les rôles de chacun et pas attendre d'un parent un rôle d'éducateur dans le sens d'enseignant ou intervenant scolaire. Il n'est pas là dans son champ d'action. Avoir une posture accueillante, construire une collaboration autour du plan d'intervention, notamment. La collaboration dans le plan d'intervention, c'est avoir une préoccupation sur le temps d'échange qui est donné aux parents dans la préparation de ce plan-là et non pas arriver avec un plan tout fait, puis un parent qui a l'impression qu'on ne l'a pas pris en considération. Alors, au niveau de la collaboration, on se rappelle qu'on fait partie d'une équipe. Quand on pense davantage à toute la question de la communication, ben, un influence l'autre. Ben, la collaboration, et comme la collaboration, ça peut être un frein important dans l'accompagnement des enfants si je sens qu'on ne m'écoute pas ou qu'on ne m'entend pas ou qu'on me juge en fonction de mes capacités communicationnelles, ben, ça va venir freiner l'accompagnement que je peux mettre de l'avant avec mon enfant. Alors, on va inviter donc le milieu scolaire vraiment à se donner des lignes directrices en matière de communication. Tantôt, Catherine l'a évoqué, les parents apprécient la communication directe. En ce moment, c'est à géométrie variable. Les parents ont parfois des liens directs avec des enseignants, donc on peut se parler. Parfois, ben, il faut passer par la secrétaire de l'école, laisser un message, puis avoir un retour. Parfois, c'est par courriel, parfois, c'est sur Dojo. Il y a tellement de modalités et les parents ne sont pas à l'aise avec l'ensemble de ces modalités-là. La flexibilité au niveau du temps dédié à la communication serait un autre enjeu, toujours encore en fonction des temps de travail que les gens peuvent avoir. La posture accueillante, hein, accueillir le parent là où il est maintenant. S'il est là aujourd'hui pour collaborer et communiquer avec vous, ben, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Alors, on reste accueillant. Inviter les parents à jouer des rôles de bénévolat au sein de l'école, que ce soit à la bibliothèque, peu importe, ça permet un rapprochement avec le monde scolaire, le contexte scolaire et ça contribue à la communication. Organiser des activités communautaires avec les parents des élèves, que ce soit une vente de garage, une levée de fonds, on découvre des parents, les parents découvrent les enseignants, ça contribue après à la collaboration. Puis je vous dirais aussi qu'il y a des parents qui ont vraiment manifesté le besoin d'être mieux outillés, donc qui ont la volonté, mais il nous dit, j'aurais besoin de mieux comprendre qu'est-ce qu'ils font les gens dans l'école. Fait qu'on peut organiser des ateliers destinés aux parents, puis pas être freiné si c'est pas tous les enfants de l'école, les parents des enfants qui viennent là. On va aller chercher les parents qui ont ce désir-là de mieux comprendre le fonctionnement de l'école, qui ont le désir d'être parrainés par un autre parent, par quelqu'un d'un organisme communautaire pour les aider à apprivoiser le monde scolaire. Et dernière chose, dans la collaboration et la communication, ne pas oublier les élèves eux-mêmes. Donc, inviter les élèves, en faire un réflexe de les inviter à partager sur leurs émotions, les expériences positives vécues à l'école, les expériences plus négatives vécues à l'école, le besoin de soutien qu'ils peuvent manifester, ils font partie de la communication. Merci. Et maintenant, dernière grande catégorie, donc la compréhension ou l'incompréhension du monde scolaire pour les parents. Donc, comme Nadia l'a mentionné, là, cette catégorie-là découle d'un constat qu'on a fait lors de l'analyse de ce qui est ressorti là, dans la voix des parents sur les devoirs et les leçons, soit l'incompréhension du monde scolaire par plusieurs parents. On sait qu'accompagner son enfant à faire ses devoirs, c'est pas seulement accorder du temps à l'enfant pour effectuer les devoirs. Pour les parents, il s'agit également de pouvoir répondre aux questions, de pouvoir les guider, les conseiller. Toutefois, les parents nous ont indiqué qu'ils n'étaient pas nécessairement capables d'aider leurs enfants pour plusieurs raisons. Les défis qui entourent l'aide aux devoirs par les parents peuvent
résulté du fait que les méthodes d'enseignement ont changé depuis le temps qu'eux ont été à l'école. Dans le contexte, que ce soit au primaire ou au secondaire, là, les parents ils disent qu'ils sont peu familiers avec les nouvelles méthodes, puis qu'ils n'osent pas utiliser d'autres méthodes que celles de la personne enseignante. Donc, ça, c'est un défi que les parents nous ont mentionné. Les défis entourant l'aide aux devoirs peuvent aussi être tributaires du fait que les enfants ont des niveaux scolaires supérieurs aux parents. Donc, ça aussi, ça a été un enjeu là, qui nous a été nommé lors de la voix des parents. Pour d'autres, le défi réside vraiment dans la langue d'enseignement. Donc, on sait que ce n'est pas pour tous les parents là, que la langue d'enseignement de leurs enfants et leur langue maternelle est la même. Donc, il peut y avoir une barrière là, au niveau de la langue là, dans l'accompagnement des devoirs et des leçons. Puis, parfois, c'est vraiment l'enfant lui-même là, qui ne sait pas trop comment réaliser le travail demandé, ce qui complexifie la période des devoirs et des leçons, puis le parent n'est pas en mesure de l'aider à ce moment-là. Donc, tous ces défis-là là, amènent les parents à remettre leurs compétences parentales en question. Puis ça leur fait développer un sentiment d'incompétence, de culpabilité. Tu sais, si l'enfant ne réussit pas, là, des fois, on a même entendu là, un manque d'engagement de la part des parents. Donc, c'est assez important là, ce qui nous a été mentionné là, par rapport à l'incompréhension du monde scolaire. Donc, afin de répondre à ce besoin-là, on a créé une série d'outils là, pour venir accompagner les parents là, afin de leur permettre là, de connaître un petit peu plus ce qu'ils vivent à l'école, puis de les outiller pour mieux comprendre certains concepts clés qui sont associés au système scolaire québécois. Donc, le premier, c'est un outil, Nadia, tu l'as mentionné là, à quelques reprises. Les parents nous ont mentionné là, ne pas toujours savoir qu'est-ce que les professionnels dans l'école faisaient. Donc, on a créé là, 2 outils, un pour les parents du primaire et un outil pour les parents du secondaire, pour définir là, le rôle des différents acteurs qui sont dans les écoles. Donc, comment utiliser cet outil-là ou pourquoi l'utiliser? Bien, ça se peut qu'un enfant soit démotivé ou qu'il vive une situation difficile. Bien, en tant que parent, on aimerait ça parfois savoir à qui s'adresser. Donc, on pourrait aller voir là, dans cet outil-là les différents rôles des professionnels pour savoir à qui s'adresser. C'est important là, de savoir à qui on peut parler à l'école dans ce genre de situation-là. Donc, ça, c'est une des utilités qui pourrait être utilisée avec cet outil-là. Donc, je vous le montre. Alors, différents rôles. Donc, ici, je vais vous montrer d'abord ici. Donc, on a la table des matières avec tous les rôles, les différents rôles qui sont décrits dans cet outil-là. Donc, on peut, par exemple, en sélectionner un et ça nous mène à une page. Vous voyez ici, on a le petit bouton pour l'écoute comme l'outil est en ligne. Donc, petite description brève et si on veut en savoir plus, on clique sur le bouton et on a de l'information supplémentaire sur le rôle de l'aide enseignant dans ce cas-ci. Donc, voilà, l'outil est fait pareil là, pour tous les rôles. Donc, voilà, je vous repartage le PowerPoint. Deuxième outil, c'est un outil qui sert là, à exemplifier certaines méthodes pédagogiques qui pourraient être utilisées là, dans les différentes écoles. Bien entendu, là, on n'a pas la prétention de couvrir toutes les possibilités ou toutes les options pédagogiques avec cet outil-là, mais c'est vraiment plutôt là, d'aller porter un regard sur les méthodes qui sont les plus fréquemment mobilisées dans les classes présentement. Cet outil est destiné pour les parents du primaire et du secondaire. Puis, une des utilités là, à cet outil-là, ben, c'est que le parent puisse comprendre comment ça se passe dans la classe de son enfant, c'est quoi, comment se déroule là, l'enseignement des différentes matières. Donc, c'est vraiment un outil là, pour venir aider les parents à mieux comprendre là, le contexte de la classe. Donc, je vous le montre.
Alors, méthode pédagogique, on a ici les 6 méthodes présentées dans cet outil-là. Et là, par exemple, si je sélectionne un outil, donc enseignement magistral, on a ici un petit visuel là, de comment pourrait se présenter un enseignement magistral dans une classe. On a la petite description, puis on a là, toujours l'option de l'audio pour les parents qui voudraient écouter. Donc, je vous en montre un deuxième. Là, sont tous faits pour les 6 méthodes, là, sont faites sous le même format. Donc, toujours le petit visuel, l'explication et l'option de l'audio. Pour le prochain outil. Alors, le plan d'intervention qui a été discuté là, à plusieurs reprises là, dans les entrevues avec les parents. Donc, on a créé 2 outils pour soutenir les parents dans le processus de production d'un plan d'intervention. On a tout d'abord là, un outil qui a pour intention là, de clarifier qu'est-ce qu'un plan d'intervention, donc les différentes composantes et la visée du plan d'intervention. Il a été conçu sous forme de canevas annoté, donc je vais vous le montrer par la suite. Je vous présente avant le deuxième outil. Donc, le deuxième outil propose une série d'actions favorisant la participation du parent et de son enfant au développement et à la mise en œuvre du plan d'intervention. Donc, il a été conçu sous forme de petits guides là, super pratiques pour aider là, les parents dans ce processus-là qui n'est pas toujours facile. Donc, cet outil comme utilité, là, comment on pourrait l'utiliser? Bien, cet outil-là pourrait être remis aux parents avant la rencontre de plan d'intervention. Le parent pourrait se préparer là, à la rencontre, questionner son enfant. Ça permet peut-être aussi de pouvoir communiquer là, des informations supplémentaires aux parents. Puis, comme je vous dis, d'entamer des discussions sur le processus du plan d'intervention, préparer l'enfant et en tant que parent aussi se préparer là, soi-même. Puis dans le fond, il y a plusieurs parents, là, comme je vous le mentionnais, qui nous ont demandé là, d'être accompagnés là, à ce niveau-là. On sait que certains de nos partenaires là, accompagnent justement certains parents là, aux rencontres de plan d'intervention. Fait que d'avoir ce petit guide-là, puis de pouvoir expliquer les différentes parties du plan d'intervention, ben ça fait que le parent pourra arriver plus préparé, plus en contrôle, plus en confiance à la rencontre, qui peut être quand même des fois intimidante là, avec les différents professionnels qui se retrouvent autour de la table pour le processus du plan d'intervention. Donc, je vous présente ces 2 outils-là. Donc, le premier qui est le guide là, dont je vous parlais. Donc, on a des informations sur le plan d'intervention, des actions à poser pour s'impliquer, puis on a aussi là, d'autres outils pour aider les parents dans la démarche. Donc, qui peut avoir un plan d'intervention? C'est quoi un plan d'intervention? Et pourquoi un plan d'intervention? Puis pour la section là, des actions à poser, donc on a des actions avant, des actions pendant et des actions après. Puis on termine là, avec une liste là, de ressources pour aider les parents. Pour ce qui est du deuxième outil, donc comme je vous mentionnais, c'est sous forme de canevas annoté. Donc, on a les différentes sections. Et à chaque section, on a une petite explication pour que le parent puisse se retrouver et savoir qu'est-ce qui se trouve dans les différentes sections. On a aussi également mis certains exemples là, qui pourraient donner des exemples de besoins ou de capacités qui pourraient se retrouver dans le plan d'intervention de leurs enfants. Donc, ça leur donne une petite idée là, de ce qu'ils pourraient retrouver là, au niveau de leurs enfants. Donc, voilà pour les outils pour le plan d'intervention. Je vous repartage le PowerPoint. Et pour le dernier outil, donc le bulletin scolaire. Le bulletin scolaire, l'outil pour la compréhension du bulletin scolaire, là, on en a un pour le primaire, un pour le secondaire, car le bulletin là, diffère là, d'un et l'autre. Là. Donc, le primaire et le secondaire, il y a quelques petites différences là, au niveau du bulletin. Donc, on a opté là, pour un outil qui vise une meilleure compréhension du bulletin scolaire par les parents du primaire et du secondaire, car on sait que ce n'est pas toujours évident là, de comprendre ce bulletin-là.
Tout comme le plan d'intervention, ça a été conçu sous forme de canevas annoté pour permettre une compréhension là, simple et efficace pour les parents. Cet outil-là est surtout utile pour les parents du premier cycle, du primaire et du secondaire. Donc, une fois que le parent a bien compris le bulletin scolaire, là, c'est assez similaire d'année en année. Mais pour le début, là, la rentrée scolaire, la transition entre la garderie et l'école, le primaire, là, cet outil-là peut être très utile. On a vu même récemment, je pense cet été, là, justement, un parent dans un groupe de parents qui mentionnait qu'il avait des difficultés à comprendre le bulletin. Fait qu'on pense que ça peut vraiment cibler là, certains parents. Cet outil-là pourrait être offert là, à la rencontre de parents, pourrait être disponible pour que les parents puissent consulter l'outil, puis puissent décortiquer là, certaines parties du bulletin. Donc, je vous le montre. Et comme je vous dis, vous allez un peu reconnaître. Donc, c'est vraiment sous forme de canevas annoté comme le plan d'intervention. Donc, chaque partie, il y a une petite explication là, pour comprendre chaque partie. Puis ici, là, on a mis là, pour la partie des compétences là, qui est peut-être un petit peu plus difficile à comprendre. Là, on a mis un en savoir plus qui redirige là, vers un lien super pertinent pour avoir de plus amples explications. Donc, voilà pour le bulletin scolaire. Et le dernier outil qui est encore en développement, donc ça sera un bulletin de ressources dédié pour les parents là, dans notre région. Donc, comme Nadia l'a mentionné là, tout à l'heure, il y a certains parents qui ne connaissent pas les ressources disponibles dans la région. Et on a plein de belles ressources là. Donc, on trouve ça là, pertinent de faire un bulletin de ressources pour répertorier là, toutes ces ressources-là. Le bulletin sera conçu là, selon nos 3 grandes catégories, donc communication à l'école, soutien aux devoirs, puis la compréhension du monde scolaire. Donc, les parents pourront là, aller consulter ce bulletin-là pour avoir là, l'inventaire des ressources selon nos trois grandes catégories. Puis, on va vous informer là, quand l'outil sera prêt, là, on va vous informer via nos réseaux sociaux pour connaître le moment du dévoilement là, de ce nouvel outil. Donc, Nadia, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter avant la période de questions? Ben, en fait, peut-être juste dire que, tu sais, il faut comprendre qu'on aurait pu multiplier ces outils-là hein, fois 2. C'est des bases pour accompagner les parents, pour que les parents puissent s'outiller eux-mêmes, pour que vous puissiez les aider dans ce processus-là. Puis je pense que s'il y a un outil qui vous intéresse, puis vous vous dites, ben moi, dans mon école, j'aurais aimé ajouter tel élément, ben sentez-vous libre de le prendre puis de l'adapter à votre contexte pour qu'il soit vraiment porteur de sens chez vous. Merci. Donc, on serait maintenant rendu là à ben, avant la période des questions, je prends un petit 2 minutes. Là, je vous les ai pas montrés tout à l'heure. Je me permets là, de prendre un petit 2 minutes juste pour vous montrer les ABC qui ont été créés, donc les deux documents là, pour connaître les outils. Donc, je vais vous présenter celui qui a été fait pour les intervenants jeunesse. Donc, le gros de la boîte à outils, ce qui explique ici nos 18 outils. On a une section toujours, donc vous allez remarquer nos 3 grandes catégories. Et on a toujours quoi? Donc, c'est quoi l'outil? Pourquoi on utilise l'outil? Donc, pourquoi on pourrait s'en servir? Et comment le promouvoir? Donc, on vous a déjà là, fait des petits textes, là, déjà tout clé en main là, que vous pourrez partager sur vos réseaux sociaux ou sur vos différentes plateformes. Donc, on a fait ça pour tous les outils. Donc, vraiment, le quoi, le pourquoi et comment le promouvoir. Donc, c'est un outil qui peut vraiment être aidant là, pour comprendre les outils puis connaître là, les différents outils qui sont offerts dans notre boîte à outils. Donc, voilà, je retourne au PowerPoint, puis on va être prête pour la période de questions. Mylène, je te cède la parole. Est-ce qu'on a des questions dans le chat? Oui, bonjour, merci beaucoup, Catherine. En fait, on a un commentaire et une question. Donc, j'ai Chantal Leblanc de l'ABC des Manoirs qui nous dit que les outils ont d'ailleurs tous été distribués et ont été accueillis avec beaucoup d'enthousiasme. Elle nous remercie.
Et j'ai Loredena de Safima qui demande si l'outil pour les professionnels des écoles va être disponible pour le secondaire parce qu'elle trouve seulement celui du primaire sur le site Internet. En fait, regarde, je me permets de repartager mon écran. Je vais partager le site web du CREVAL pour vous montrer. Donc, vous allez sur le site du CREVAL dans Menu. On a la boîte à outils ici pour les parents. Vous cliquez pour les parents. Et juste en haut, vous avez les deux grandes catégories. Donc, on a primaire et on a secondaire. Si vous cliquez sur secondaire, vous allez voir tous les outils qui s'affichent pour le secondaire et les différents rôles des professionnels là, est disponible soit pour consulter en ligne ou pour le télécharger en version imprimable là, directement sur le site Internet. Donc, voilà. Merci beaucoup, Catherine. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions de mon côté. Super. Donc, si on n'a pas d'autres questions, ben je prends la balle au bon pour vous dire un gros merci de votre présence aujourd'hui. Si vous avez des questions, on reste disponible pour répondre à toutes les questions là, si vous en avez éventuellement. Puis, juste vous mentionner là, que tout ce qui vous a été mentionné aujourd'hui fait l'objet d'un rapport là, qui a été rédigé par Nadia. Donc, dans les prochains mois, là, on aura certainement là, des publications ou même un webinaire là, pour aller plus en détail là, dans le rapport là, de la voix des parents. Donc, suivez nos réseaux sociaux pour être à l'affût là, de ce qui s'en vient pour les prochains mois. Catherine, J'ai aussi... excusez-moi. allez-y, Madame Béliveau, on a vu la même chose. J'ai une autre question qui vient de s'afficher de Nikita du Crédit qui demande si les documents vont être traduits. C'est une très bonne question. On l'a pris en note. Je sais que ça nous a déjà été mentionné, par d'autres partenaires. Donc, c'est sûr que si on a la chance de le faire, puis on a l'opportunité, là, c'est déjà dans nos plans. On est en train de voir parce qu'on a déjà eu la question. Donc, je vous dis pas oui, je vous dis pas non parce qu'il n'y a rien qui a été officialisé pour l'instant, mais on a déjà pris en note là, que c'était un souhait pour certaines personnes, dont certains de nos partenaires. Donc, on garde le commentaire, puis on vous tient au courant là, si jamais c'est le cas. Donc, Nadia, tu voulais dire un petit quelque chose? J'avais vu la question 6 arriver. Ben, j'aurais juste le goût de dire merci à tout le monde là, de leur présence ce midi. Super. Ben, un gros merci tout le monde, puis au plaisir.